Salut la jeunesse, c'est Loloshi, en espérant que vous allez bien. Donc comme vous voyez dans la description, je vais noter vos arcs préférés. Et là, l'arc que je vais noter, ce sera l'arc Egghead. Dans l'arc Egghead que je vais évaluer, donc la note sera sur 20. Je vais parler de juste ce qui s'est passé juste après Wano Kuni. Donc là, lorsqu'il y a eu les primes, on parle de ce qui s'est passé après la défaite de Wano Kuni. Et soit des en passant dans l'arc de Wano Kuni et a causé beaucoup de déception dans les fans de One Piece ou même ceux qui regardaient One Piece de loin, qui attendaient Wano tout simplement. Donc j'espère que vous allez apprécier le concept. Je vais parler des points forts, je vais parler des points faibles de l'arc Egghead. Et là tout simplement, la défaite de Kaido et Big Mom, on parle de ce qui s'est passé dans le monde entier. Donc le monde entier est au courant que Luffy a vaincu les empereurs avec l'alliance Kaido et Trafalgar Law. Et on commence à parler de l'impact de Luffy. On parle de lui qu'il a 5600 personnes de sa flotte. Donc on commence à se rendre compte que Luffy a une race imposante qui peut réunir beaucoup. Et Luffy a sa flotte 9 commandants. Donc 9 commandants. On connaît l'équipage de Luffy, donc les Sanji, les Nami, les Jinbei, les Zoro, etc. Donc voilà, là on met cette importance-là. Luffy qui a sa prime de 3 milliards et Luffy qui devient simplement empereur parce que déjà elle a destitué Kaido. Et Buggy de son côté, on apprend aussi qu'il devient empereur. Ça, ce que j'apprécie énormément dans One Piece, c'est lorsque Oda il parle des conséquences. En fait après Wano Kuni, on voit les réactions des gens du monde entier, les pirates, etc. Ils lisent le journal, ils disent ok, le mec il a passé un niveau. Et ça, ce que j'apprécie grandement dans l'écriture d'Eiichiro Oda, c'est son plus gros point fort. Et là dans l'arc Egghead, même si c'est un tout petit peu avant, mais je l'inclus dans l'arc Egghead, c'est son point fort là. Même quand j'avais décroché à Wano, je me suis dit ça fait du bien de souffler, de voir l'impact que Luffy et son équipage et même les Trafalgar, les Kids aient donné. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié lorsque on voit la Cross Guild, le concept de Cross Guild, donc Buggy est réuni sous son chapeau Dracula, Mihawk et Crocodile. On voit leur nouvelle prime, etc. C'est quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai adoré, qui est efficace. Il y a cette idée que Buggy met des primes dans la marine. Je vous avoue que ça m'a fait extrêmement sourire. Le délire, elle était vraiment pas mal. On voit qu'il y a des habitants qui sont pauvres, qui essaient de tuer des membres de la marine et mettre des étoiles, si je disais pas de conneries, des étoiles ou des courants, je sais plus ce qu'ils faisaient Buggy pour mettre le système de barème pour les primes. Il y avait le vice-amiral Chibon, on l'avait rencontré, on l'avait vu à la Enies Lobby, c'était le voyage Water 7 Enies Lobby. Il n'était pas encore vice-amiral et c'était Zoro qui l'avait vaincu, il allait monter d'échelon et on apprend que le vice-amiral, Captain T. Kobe, on voit aussi ce qui se passe après. Ça, encore une fois, c'est que Kobe se fasse enlever par l'équipage des Barbes Noires qui devait voler le fruit du démon de l'impératrice Hancock. Déjà, Barbe Noire devait aller pour voler son fruit du démon car elle est très efficace. Barbe Noire, on sait qu'il vole différents fruits du démon en ce moment. Et il y avait le Kobe qui était là pour demander à Hancock de se rendre parce qu'elle s'est fait destituer de son prix de Shichibukai. Donc Kobe rencontre Barbe Noire et en fait à ce moment-là il y a un affrontement entre Barbe Noire et Hancock. Barbe Noire prend le dessus, mais elle se fait sauver in extremis par le Seigneur des Ténèbres, Silver Riley, mon gars sûr. Donc ça, là quand Oda il a fait là après Wano, là c'est un plus. Ça j'ai
extrêmement adoré. Là, je ne vais pas vous le cacher, c'est 100% validé. Quand on revient sur l'équipage au chapeau de paille, donc il navigue pour la prochaine île, donc l'île qui est Aegaid, l'île du gouvernement. C'est moi le point négatif, c'est les débuts d'arc tout simplement de One Piece, hein. Les débuts d'arc en fait, quand il rentre dans une nouvelle île, c'est assez lent. Il y a Oda, il crée ses intrigues et ça a toujours été pour moi le point faible d'Oda. C'est tout simplement ces entrées d'arc sur leur bateau qu'ils essaient de les avaler. Et en fait, on apprend que c'est une Vegapunk féminin qui les sauve. J'ai oublié comment elle s'appelait, mais en fait, c'est une des Vegapunk qui les sauve. Donc voilà, ça, c'est. Tu vois qu'ils visitent l'île d'Aegaid. On comprend que c'est une île futuriste. Voilà, parce que Vegapunk, en tant que scientifique, il a 1000 ans d'avance. Donc, voilà, là, ça m'a pas plus emballé que ça. Je suivais les scans semaine par semaine en me disant, ok, cool, vas-y, je regarde. Point négatif, c'est que le CP0, c'était Rob Lucci, Kaku. Moi, je m'attendais que le CP0, c'était bien supérieur au CP9. Et là, ça a fait un espèce de redite. Autant si on a remis Lucci et Kaku, des subordonnés, des fonctionnaires moins gradés du CP0, ça aurait été intéressant et en fait qu'on ait des personnages beaucoup plus hauts en fait. Là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je vois Lucci, j'ai fait bon, ok, pourquoi pas. Et là, j'avoue, ça m'a déçu. Pour moi, c'était un gros point négatif. Le point négatif aussi, c'est lorsque Luffy affronte Lucci et Luffy utilise tout de suite le Gear 5. Et Lucci, il était en forme éveillée. Je vous le cache pas, quand j'ai vu, quand il y avait le combat, je me suis dit, Luffy en Gear 2 avec du Haki, il le fracasse et c'est fini. Quand j'ai vu qu'il a dû utiliser le Gear 5 pour vaincre Lucci, j'ai fait ah ok, là pour moi ça a été un très point négatif. Déjà le Gear 5, je le valide pas totalement. Je vous le cache pas que quand je vois le Gear 5, je suis en mode ouais, c'est un peu. Pour moi c'est le Gear que j'ai moins apprécié de tous les Gears. Le Gear 5, j'ai soufflé fortement. Et même là, le Gear 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit être au max pour affronter Hirobuchi. Je ne vois pas Kaido être au max pour l'affronter. Être en forme éveillée de dragon pour affronter Hirobuchi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, je ne voyais pas Kaido faire ça, donc pourquoi Luffy en Gear 5 directement contre Rob Lucci. Donc voilà, là c'était un très gros point faible, en tout cas pour moi l'élément le moins intéressant. Là, l'élément que j'ai apprécié et pas apprécié en même temps, c'est la rencontre entre Trafalgar Law et Barbe Noire. Quelques membres de son équipage de Barbe Noire. Il y a le début du combat. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est le fait que, ok, on s'affronte et celui qui gagne, il prend les poneglyphes à l'autre. En tout cas, les documents. Ça, c'est quelque chose que j'adore quand Oda fait ça. C'est qu'ils vont dans un lieu et il y a une rencontre de pirates qui se rencontrent. Ou deux fortes personnes qui se rencontrent. Exemple, tout simplement, quand on regarde un épisode, et c'était, il y avait Ace, il rencontre Barbe Noire. Et voilà, un épisode, tu es là, tu suis le rythme de l'aventure et tu vois Ace qui rencontre Barbe Noire. Ça, j'adore ces petits moments-là imprévus que je ne m'y attendais pas. Mais le point faible de ça, c'est que, en tout cas pas de ça, mais le point faible, c'est le combat, je le comprenais pas réellement. Là, Oda, c'est vrai, c'était pas clair quand je lisais les scans. J'ai dit, ok, la baston, c'était un peu brouillon. Voilà, ça, je cherchais le mot. Le combat était très brouillon, le combat. Mais bon, on va dire c'était Barbe Noire, c'était Trafalgar Law, utiliser
des gens au sommet de leur puissance en train de s'affronter. Law qui venait de sortir de Big Mom avec Captain Eustace Kid. On voyait des flashbacks aussi. Exemple, Dragon qui rencontre Clover il y a quelques années, je crois il y a 20 ans, 25 ans. Je dis pas de conneries, mais voilà. Dragon rencontre Clover. C'est dans l'île de Dohara, là où Robin est né. Et on apprend que Dragon était dans la marine, mais il n'a pas trouvé la bonne justice. Et donc il l'a quitté tout simplement pour ensuite créer dans la même année l'armée révolutionnaire après la rencontre de Clover 9 mois après. La partie que j'ai appréciée aussi, le vice-amiral Garp va dans l'île de la Rouge pour sauver Kobe. Voilà, là, pour moi, c'est une des meilleures choses qui arrive à cet arc, c'est le flashback, pas le flashback, mais l'événement pour arriver pour sauver Kobe. Il y a le vice-amiral Garp, voilà, on sait que c'est un homme qui est réalisé avec Goldie Roger. Il affronte un de ses anciens élèves, Aokiji. Et là, le combat, je l'ai apprécié. Là, même si ça reste encore le point faible de Shiroda, le système de combat, contrairement à Kishimoto avec Naruto ou à Kubo avec Bleach, là, très gros manga. Le Big Three, comme on appelle, ou tout simplement aussi Arika Toriyama avec Dragon Ball Z. La chorégraphie où je les trouve nettement au-dessus que Shiroda, je l'ai quand même trouvé intéressant. Voilà, le combat Garp Aokiji, le flashback aussi de Aokiji par rapport à Barbe Noire, parce que Barbe Noire apprend que Aokiji a quitté la marine et lui propose tout simplement s'il veut rejoindre son équipage, et donc on apprend que Aokiji est un commandant officiel de Barbe Noire. Je sais qu'il y avait certains qui hésitaient si Aokiji était un infiltré de Barbe Noire. Là, pas du tout. Là, on sent que voilà, il est rentré tout de suite dans l'équipage de Barbe Noire. C'est officiel. Je crois en plus le titre qui se fait mêler par l'équipage, en tout cas pas tout l'équipage de Barbe Noire, mais certains membres avec Aokiji, et qui arrive en fait à capturer le vice-amiral Garp, mais Kobe a réussi à s'enfuir avec des personnes de l'île de la Ruche. Et donc cette nouvelle a fait le tour du monde et les gens ne savent pas si Garp est en vie ou non. On va revenir aussi par rapport à Baggy, parce qu'on parlait de la Cross Guild. C'est bien évidemment qu'il revendique le One Piece aux grandes dames des Mihawk et des Crocodiles, parce que les Crocodiles et les Mihawk c'était de faire de l'argent, ils avaient quelques business à faire. Leur but n'était pas de revendiquer le One Piece. Et en regardant droit dans les yeux Mihawk et Crocodile, Baggy c'est pas un de mes personnages préférés, mais là le fait qu'il ait revendiqué, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça c'est sûr et certain. Et même Mihawk qui dit, mais ça veut dire que tu veux chercher le One Piece contre l'armée révolutionnaire, le chapeau de paille, Shanks, Barbe Noire, pour dire la concurrence qu'il y aura. Et Baggy dit ouais, même s'il y a cette concurrence là, je veux chercher le One Piece. Donc quelque chose que je valide fortement. Bref, on a l'histoire de Kuma qui est assez intéressante, mais je vais passer rapidement là-dessus parce que là aussi ce que j'ai beaucoup apprécié maintenant, c'est Luffy contre le doyen et Luffy aussi contre Kizaru. Et là c'était le point bonus. Pourquoi Luffy contre Kizaru, Luffy contre le doyen? Parce que comme vous voyez sur les réseaux sociaux, quand on parle de One Piece, les gens disent est-ce que c'est les amiraux les plus forts, est-ce que c'est les empereurs les plus forts? Moi je suis la team empereur. Pour moi les empereurs sont plus forts que les amiraux. Il y a des gens qui disent non, les amiraux sont plus forts que les empereurs, il y a des arguments qui sont lancés. Et le fait qu'il y a eu Luffy contre Kizaru, voilà, là le débat est à son paroxysme à ce moment-là. On disait voilà, Luffy qui est un empereur, Luffy qui a à peu près le niveau d'un Kaido,
Et il y a Kizaru qui se présente. Le combat, comment est-ce qu'il allait ramener la victoire ou pas? Luffy arrive à vaincre Kizaru, mais les gens ils disent oui, mais Kizaru faisait semblant parce qu'il ne voulait pas tuer réellement Vegapunk, qui est son meilleur ami, et donc il n'a pas voulu essayer de s'investir réellement à la mission, mais il y a eu un affrontement Luffy-Kizaru. Le débat laisse avoir le débat. Et aussi il y avait un des doyens qui était présent. Il y a le combat, on apprend qu'ils sont immortels. Et le doyen, là, il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est quand Vegapunk essaie de délivrer la vérité. Il veut livrer la vérité au monde. Donc il a connecté les escargophones, il a relié à l'Egeged pour que le monde entier sache la vérité, ce que Clover, etc. Et même ce que lui, avec ses recherches, a découvert, ce qu'il a découvert. Et les doyens évoquent les 4 autres. Et il y a les 5 doyens. Quand j'ai vu ça, je dis ok, là il y a des choses qui se passent. Et les 5 doyens sont là, ils disent ok, vite, il faut qu'on neutralise l'information. Ils cherchent les scarcophones qui divulguent les messages de Vegapunk. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et on dit qu'il y avait un monde qui maintenant qui est sous l'océan. Il y avait un monde avant, il y a 1000 ans, et maintenant qui vivent au-dessus en fait. Et le monde qu'on connaît de One Piece, il sera submergé par l'eau. Vegapunk divulgue ce message-là. Et c'est pour ça que les gens, les Toryonbito vivent au-dessus de la mer et vivent sur Redline, donc beaucoup au-dessus parce qu'ils sont au courant de ce qui va se passer. En tout cas, les hauts dignitaires des Toryonbito sont au courant de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'ils sont mis sur Redline. On apprend aussi que le premier pirate c'était Joe Boy et que Joe Boy avait affronté 20 royaumes. Et c'est après la défaite de Joe Boy que le gouvernement mondial s'est créé. Donc voilà, on apprend aussi son acquis du roi qu'il a libéré, qui a envoyé les 4 doyens d'où ils étaient. De l'arc Egghead est assez condensé. Si je parle de toute l'arc, ça va rester très long. Voilà, moi je vous ai donné les points forts pour moi, les points faibles de mon côté tout simplement. Moi la note que je donnerais dans l'arc Egghead, c'est la note de 15, un solide 15 sur 20. Beaucoup de rebondissements. C'est vrai, j'ai même pas parlé de Shanks contre Eustace Kid, que j'ai beaucoup apprécié. Ce qui, peut-être, Shanks l'a expédié un peu trop vite comme Kid, ce que je trouvais, mais bon, Kid et Shanks, c'est des personnages que j'apprécie. J'avoue, quand j'ai su qu'ils allaient se rencontrer, je suis ah non. Mais voilà, un solide 15 sur 20 dans l'arc Egghead. Donc là, j'ai noté, j'ai raconté un peu ce qui s'est passé. Dites-moi si vous avez des arcs à me proposer dans les commentaires. Vous m'envoyez aussi des arcs à me proposer sur mon Instagram. Vous avez le lien sur la chaîne YouTube de mon Instagram, tout simplement. Aussi, je voulais parler de mes épisodes là maintenant de la boxe. Je vous remercie de visualiser mes épisodes. Il y a un épisode 11 normalement au mois de janvier, un épisode 10 et un épisode 11. Voilà, donc il y aura 2 épisodes. Il y aura des critiques aussi d'arc comme j'ai fait. Je vais donner une note des arcs. Et aussi il y aura des choses philosophiques, je crois que je mettrai dans ma chaîne YouTube. Mais bref, la jeunesse, c'était un plaisir. Donc j'ai noté l'arc Egghead 15 sur 20. Est-ce que vos arcs que vous allez me proposer me donneront satisfaction? Est-ce que ça sera au-dessus ou bien en dessous de l'arc Egghead? À savoir, la jeunesse, c'était un plaisir. C'était Lolotier. Prenez soin de vous, la jeunesse.